Souvenez-vous, le 15 mars dernier, le cardinal Barbarin, en plein scandale de pédophilie dans le diocèse de Lyon, avait déclaré dans une conférence de presse « La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits ». Il a été interrogé ensuite sur la violence de ses propos par un journaliste. Le cardinal s'est expliqué, je vous propose de regarder. Là-dessus vient la question de faits anciens, touchant un prêtre. Et épouvantable, hein. Je n'ai jamais parlé de présomption d'innocence, parce que ce sont des faits avérés, dramatiques. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Est-ce que nous pouvons aussi aller au-delà et dire une prescription canonique, une prescription pastorale, ça existe ou ça n'existe pas? Au fond, vous savez qu'à l'intérieur du droit, dans l'Église, on peut demander à Rome la levée de la prescription. Parce que faire la vérité, donner une condamnation canonique, en fait, le jugement apporte de la paix, quoi. Voilà. Donc un jugement qui est rendu avec une condamnation qui est donnée, si elle est justifiée, bien sûr, je trouve que ça apporte de la paix. Alors, c'est quelque chose qui peut-être doit être fait, en tout cas doit être réfléchi pour nous. Le cardinal Barbarin, vous venez de dire, je vous cite, « La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits ». Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites? Oui, je vous remercie. Je vous remercie. C'est-à-dire que du point de vue juridique, voilà, du point de vue juridique, la majorité des faits sont prescrits. Et si la justice dit qu'ils ne sont pas prescrits, eh ben, il faut que ce prêtre soit condamné. Oui, non, non, grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Oui, non, mais je comprends, c'est vraiment une erreur de mon langage, je le reconnais volontiers. Et d'ailleurs, ils le savent. Quand j'ai reçu les victimes, et ils savent, par exemple, quand j'ai reçu cette victime et que je lui ai demandé de m'envoyer son texte, c'est vrai que j'étais horrifié. Et donc ça, la première chose que j'ai faite, même pour des faits très anciens, et prescrits d'ailleurs, ceux-là, je les ai envoyés à Rome. Et Rome m'a dit non, c'est pas possible. Arrêtez de lui confier un ministère. Merci de m'avoir repris, oui. Pour revenir sur cette enquête sur fond de pédophilie et de violences sexuelles au sein de l'Église, deux invités pour en parler. Mathieu Martinière, bonjour, bonsoir. Et Mathieu Péris, bonsoir. Tous les deux, vous appartenez au collectif We Report. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Mathieu? Alors We Report, c'est un collectif de journalistes indépendants qui est basé à Lyon, mais en fait on est dans une dizaine de pays européens. Donc le principe du collectif, c'est de faire des enquêtes long format, multimédia. On a plutôt tendance à faire des enquêtes tournées vers l'international, plutôt à l'étranger. Donc on part à 2, à 3 ou à 4, et puis on fait des enquêtes ou des reportages, voilà, en prenant notre temps, plutôt long format. Et donc on est basé à Lyon, d'où l'enquête sur Barbarin. Sur Barbarin, absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre façon de travailler? Comment tout cela a commencé? Il y a un lien avec Mediapart, bien entendu. Alors, du coup, ouais, voilà, on est parti. On partait un petit peu de zéro. En fait, on a commencé cette enquête au mois de mars, où les médias, ça faisait déjà peut-être 2 mois que les médias avaient commencé à suivre l'affaire Prena, donc le premier prêtre qui a été lancé dans cette affaire, qui a fait 68 victimes, selon La Parole Libérée, l'association de victimes. Donc on partait un peu de zéro, parce que comme je vous le disais, on fait plutôt des enquêtes à l'international, nos sources sont plutôt à l'étranger en général, mais on a commencé cette enquête, un peu comme tous les journalistes, on avait vu Spotlight, qui est le film, qui est l'Oscar du meilleur film, sur le scandale de Boston au début des années 2000. On est parti de ce constat-là, on est même parti sur les mêmes techniques qu'ils utilisaient dans le film, on a acheté l'annuaire du diocèse de Lyon. Oui. C'est l'une des premières choses qu'on a faites en commençant cette enquête. Voilà, on partait de zéro. On allait voir tout de suite l'association des victimes, donc La Parole Libérée, qui est à l'origine en fait, du scandale de pédophilie dans l'Église, parce qu'on s'est vite rendu compte, comme à Boston, que tout partait des victimes et qu'ensuite ça passait par la presse. Et qu'ensuite, seulement l'Église bougeait. Les prêtres n'étaient jamais révoqués sur des décisions de l'Église. Tout partait des victimes.
Comment vous avez rencontré l'association La Parole Libérée? Alors pour expliquer, l'association La Parole Libérée, elle a été créée en décembre 2015 et c'est un peu une création de circonstances. Ce n'est pas des personnes qui avaient vocation à créer une asso de victimes, de prêtres dès le départ, évidemment, et se sont rencontrés au départ quatre fondateurs qui se sont rencontrés par hasard, se sont rendus compte qu'ils avaient des histoires similaires et courant de l'automne 2015 et puis en décembre 2015, elles se sont rassemblées sous une association pour être un peu plus formalisées. Mais voilà, l'affaire Prénat, elle a débuté en fait à l'automne par un premier article qui était dans la Tribune de Lyon, un média local lyonnais. Elle a grandi petit à petit, les victimes se sont rassemblées et jusqu'à ce que ça explose médiatiquement, en tout cas, à partir de janvier, en fait. C'est une conférence de presse de La Parole Libérée de l'association qui a un petit peu fait émerger ce sujet en dehors des frontières de Lyon. Et dans un deuxième temps, c'est les aveux, en quelque sorte, du cardinal Barbarin. En tout cas, le fait qu'il dise qu'il était informé de cas qui concernaient le père Prénat depuis 2007-2008. C'est le cardinal Barbarin qui a donné cette date-là. Et c'est ça qui a relancé vraiment l'affaire. Et c'est à partir, en gros, de ce moment-là que nous, on a commencé à intervenir aussi. Puisque, voilà, tout simplement, on ne travaillait pas sur cette histoire-là avant. Et évidemment, notre première action, ça a été de contacter La Parole Libérée, puisque c'est par eux que tout a émergé et c'est vers eux que les informations convergent depuis 6 mois quasiment. Est-ce que ça a été difficile, le travail main dans la main avec La Parole Libérée? Je sais qu'il y a eu la création d'un mail d'alerte. Ouais. Vous pouvez nous raconter, Mathieu? On a été étonnés, en fait. Encore une fois, on partait de zéro et en fait, on a été étonnés par leur détachement, par leur humour aussi. Ils ont beaucoup d'humour noir sur le sujet, malgré le côté un peu sordide du sujet, pas marrant. Ça leur est arrivé il y a 30 ans. On a affaire en fait à une association qui est compliquée pour l'Église parce que c'est des personnes du sérail, en fait. C'est des personnes qui sont catholiques, croyantes. Ils ont été abusés aux scouts, donc ils font vraiment partie du milieu catholique lyonnais, qui est un milieu bourgeois catholique. Donc chez l'un des fondateurs de La Parole Libérée, on a des chapelets, des vierges par exemple. Et c'est aussi des personnes qui ont une assise familiale, qui ont des beaux métiers, qui sont maîtres d'université, qui sont docteurs, qui ont créé leur entreprise. Donc ils ennuient l'Église, on ne peut pas les accuser d'être anticléricaux. Et quelque part, leur combat, il est pas partisan, il est logique, il est clair et cohérent. Donc voilà, on les a approchés et en fait, on a voulu tout de suite, vu qu'on avait 2 mois de retard sur les autres médias, mettre un pas de côté, voir ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait donner du sens à cette enquête. Et donc c'est là qu'on a commencé à se rendre compte du système des exfiltrations, que régulièrement les prêtres étaient éloignés à la campagne ou à l'étranger et que c'était un processus qui revenait régulièrement. C'est encore, si on compare à Spotlight, c'est encore quelque chose qu'on a vu à Boston, qu'on a vu en Belgique, qu'on a vu dans d'autres pays. Et voilà, ça veut dire que qui décide d'envoyer les prêtres qui sont incriminés ou en tout cas qui sont un peu suspectés ailleurs? La décision vient de qui? C'est clairement les évêques, les responsables. Si vous voulez, le processus, c'est en gros, on va avoir une alerte. Une victime va donner l'alerte, va alerter l'évêque ou la hiérarchie de l'Église. Derrière, on va mettre le prêtre en congé sabbatique ou en arrêt maladie, souvent auprès d'un père malade. C'est souvent des motifs qui reviennent. Pendant 6 mois, pendant 1 an. Il va faire des études aussi, il va finir sa thèse à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Et ensuite, il va être réintégré en paroisse, et là, souvent dans d'autres diocèses, dans des diocèses éloignés, à la campagne, à l'étranger. Et il faut seulement, des fois, ça prend des années, comme dans le cas du père Prénat, ça a pris 25 ans. Il faut que les victimes ou la presse s'emparent de l'affaire pour qu'on commence à avoir des décisions prises par les évêques et la hiérarchie de l'Église. Vous avez fait donc une grosse enquête sur cette stratégie d'exfiltration qui vous a mené
à suivre, aller dans le sud de la France notamment, là aussi. Notamment quelques détails. Dans le sud de la France, du côté vers le diocèse de Toulouse, Oui. dans la région de Toulouse. Qui avez-vous retrouvé là-bas? Quel était comment vous avez procédé? Comment on a procédé? Évidemment, c'est ce que vous disiez. En fait, tout part quand même à chaque fois d'une victime en général, quand même. Et d'où l'importance d'ailleurs du travail qu'a fait La Parole Libérée et qu'on a poursuivi en quelque sorte avec le mail qu'on a créé, qui permet aux gens de nous contacter de manière anonyme. Parce que ce pouvoir du numérique, que beaucoup de victimes n'avaient pas jusqu'à présent, qu'elles n'avaient pas dans les années 80, dans les années 90 non plus, a vraiment changé la donne, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que La Parole Libérée a rassemblé donc 68 cas. Ça, c'est les cas qui concernent le père Prénat, mais ils sont aujourd'hui une vraie plateforme qui fait converger tout un tas de témoignages, parfois très anciens, parfois beaucoup plus récents, et des cas de prêtres, notamment celui qu'on a retrouvé dans le diocèse de Toulouse. C'est venu de ce genre d'informations-là. C'est une victime à un moment donné ou un proche qui nous contacte et qui nous dit j'ai cette histoire-là qui parfois me pèse sur ma conscience depuis 10 ans, 20 ans. Souvent, la démarche, c'est je vous la donne, ça me soulage déjà, et ensuite dans l'espoir que justice soit rendue, mais au moins cette histoire aura été connue à un moment donné. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fort qu'on a ressenti dans cette enquête. On a voulu, comme disait, on voulait mettre un pas de côté. On a voulu aussi sortir de Lyon. Au départ, en mars, les affaires étaient seulement à Lyon, juste autour de Barbarin. Et nous, on s'est tout de suite dit, non, mais ce qui se passe à Lyon, ça se passe forcément ailleurs. Ça se reproduit. Et du coup, on allait voir. On a eu aussi, par cette boîte mail témoin, on en avait plus d'un message par jour de victimes, des messages des 4 coins de la France. On a voulu voir ailleurs, et à chaque fois qu'on est sorti de Lyon, on a dénoncé un prêtre à Bayonne, un prêtre à Toulouse. Il y a eu des impacts. Il y a eu une conférence de presse locale. Le prêtre à Toulouse a été viré derrière. Jean-Marc Desparon dans le Tarn-et-Garonne a été mis en détention. Il y a eu des impacts locaux à chaque fois. On a fait un papier on a fait 5 témoignages de victimes. On avait notamment un témoignage à Yssingeaux en Haute-Loire dans les années 60, ça remontait à plus de 40 ans. Et en publiant ce témoignage, ça a été repris par les médias locaux, par Le Progrès, par France 3. Et du coup, l'évêque a dû se justifier, l'évêque 40 ans après, donc c'était pas l'évêque qui était à l'époque. Des victimes sont sorties du bois. Donc on voyait que localement, et même des vieilles histoires, on a des affaires qui remontent aux années 40 et aux années 50, qui n'ont jamais été publiées, jamais été dénoncées. Donc on s'est rendu compte que même localement, chaque papier qu'on sortait avait un impact. Et comment vous expliquez que ces prêtres ne soient jamais signalés au parquet? Ça fait vraiment appel à toute une tradition. C'est le poids de l'histoire aussi dans l'Église. Il y a un historien dont j'ai perdu le nom, mais il me pardonnera, qui a travaillé sur la notion de scandale dans l'Église. Et en fait, c'est vraiment cette notion qui est importante, parce que le scandale, traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, c'est le mauvais exemple. C'est ce qu'il ne faut pas montrer aux paroissiens. Donc, particulièrement, évidemment, tout ce qui a trait à la sexualité ne doit pas être montré, sinon ça risquerait d'être imité. Alors c'est vraiment une certaine manière de penser, et cette notion de scandale, elle est très présente depuis des siècles dans l'Église, et je pense que ça a participé à ce système de dissimulation, d'exfiltration, qui fait qu'on préfère se tourner vers la justice interne, parce qu'il existe une justice canonique qui légalement n'a pas plus de valeur qu'un règlement interne d'un club de foot. Ça n'a pas de valeur légale, mais on préfère se tourner vers ce règlement-là plutôt que de se tourner vers la justice civile, qui est vue comme quelque chose qui va jeter l'opprobre sur l'Église, qui va la mettre en défaut et qui va, à terme, fragiliser l'institution. Or, c'est justement ce que l'Église veut éviter. Est-ce que ce n'est pas une façon de se sentir au-dessus des lois aussi ? Si, complètement. En fait, il y a vraiment une justice des hommes et une justice de Dieu. En fait, c'est le droit canon.
Normalement, depuis le début des années 2000, on a ce qu'on appelle le motu proprio, donc c'est la loi de l'Église en fait, la loi du pape, qui oblige les évêques à dénoncer la justice civile, tout cas de présomption d'abus sexuels, même de pédophilie et d'abus sexuels, c'est les deux. Et même là récemment, la semaine dernière, le pape vient d'annoncer un nouveau motu proprio qui dit que les évêques négligents pourront être révoqués, les évêques négligents en cas d'abus sexuels pourront être révoqués de leurs fonctions. Donc là, on peut en venir directement, je pense à l'affaire Barbarin, où on a le cas de 5, 6, 7 prêtres dans le diocèse de Lyon qui sont concernés, où le cardinal Barbarin était négligent. Donc voilà, est-ce qu'il est concerné ou pas? Là, il y a une vraie question à se poser. Il devrait y avoir enquête de l'Église quand même sur ces... Tout dépend de ce qu'on entend par négligence aussi. Voilà. Il faut rappeler que dans un premier temps, le pape François avait plutôt manifesté son soutien à l'égard du cardinal Barbarin, que cette récente déclaration fait office de volte-face. Et en effet, la question à se poser, c'est quoi la négligence? Comment est-ce qu'on définit la négligence? Et est-ce que la définition de la négligence par l'Église sera celle de la justice de notre pays? C'est vraiment le fond de la question. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est on peut estimer qu'il y a négligence à partir du moment où quelqu'un de la hiérarchie d'un prêtre, ça peut être l'évêque, mais ça peut être aussi en dessous, hein, ça peut être le vicaire général, les personnes qui sont juste dans l'équipe du diocèse, est informé de faits, alors plus ou moins avérés, mais quelqu'un vient voir, souvent ça se passe comme ça, quelqu'un vient voir le prêtre de la paroisse, vient voir l'évêque, fait un courrier, un mail, en disant voilà, j'ai subi des faits ou j'ai entendu parler, on m'a confié que... donc il y a cette étape d'alerte, d'information, et si après cette étape-là, rien n'est fait par le diocèse, là, peut-être qu'aux yeux du Vatican, ça pourrait être de la négligence. Simplement, je pense qu'il faut peut-être en rester déjà au domaine du droit, parce que c'est pour ça que le cardinal Barbarin, aujourd'hui, fait face à une enquête préliminaire. C'est pour non-dénonciation. Et peut-être que c'est pas la négligence, c'est un argument utilisé par l'Église, un droit canonique, mais peut-être que c'est pas justement à nous d'utiliser ce droit canonique et de nous en tenir au droit des hommes plutôt que le droit de l'Église. Est-ce que vous pouvez rappeler le mail créé pour justement dénoncer ces abus? Donc c'est témoin avec un S, @wereport.fr, donc wereport.fr. Voilà, donc nous on est vraiment, encore une fois, on garde l'anonymat des victimes. Donc voilà. Ça représente à peu près combien de mails Au début, on en recevait bien un par jour. Ouais. Enfin au début, donc il y a 2 mois. Hein. Je pense facilement un par jour, ça a tendance à ralentir, mais on voit qu'à chaque fois qu'on publie un nouvel article, ça fait revenir d'autres témoignages, des nouveaux témoignages. Et dans l'ensemble de ce qu'on reçoit, ce qui est important à noter, c'est qu'on a très peu de témoignages fantaisistes, ouais, ou voilà, des gens un petit peu qui nous enverraient des spams, quoi. Donc c'est vraiment d'une grande qualité en termes d'information. On n'a pas le temps de vérifier, ni les moyens techniques, humains, de vérifier tout ce qu'on nous envoie, mais quand on vérifie, la plupart, 90% des cas, c'est avéré. Donc c'est vraiment un outil d'une grande richesse, ces contacts-là. Et c'est des gens qui voilà, souvent nous font confiance aussi, c'est-à-dire que voilà, ils estiment, ils nous alertent sur un cas, ils nous envoient un mail, souvent très détaillé, ça peut être vraiment des pages de texte, et voilà, ils nous confient ça, et après à nous de faire l'enquête, quoi. Mais c'est assez intéressant et valorisant pour nous d'avoir cet outil à disposition. Est-ce que ça vous vaut des ennuis parce que recueillir ainsi tous ces témoignages, mener les enquêtes que vous menez pour démasquer des prêtres qui auraient pratiqué des actes pédophiles, est-ce qu'il y a des conséquences directes pour We Report? Non, et même on est étonné en fait. Par exemple, on a interviewé, on a rencontré plusieurs prêtres pédophiles. Et en fait, on imaginait qu'ils allaient nous claquer la porte, que ça allait être compliqué,
qu'on n'allait pas savoir comment réagir aussi dans certaines situations. Et en fait, on a toujours eu la porte ouverte. Parfois, on est resté 2 heures, 3 heures avec eux. Et en fait, on est face à des personnes qui, dans l'Église, en fait, qui ne se défilent pas, qui essaient de se justifier beaucoup. Mais non, que ce soit les victimes qui peuvent avoir parfois de l'humour, ou que ce soit les prêtres pédophiles qui nous ouvrent la porte, on a été étonnés tout au long de l'enquête, en fait. Et les prochaines étapes de votre travail, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, sans rien dévoiler de capital ? C'est un peu compliqué, mais non, ce qu'on peut dire, c'est que le travail de suivi évidemment, l'affaire Barbarin, c'est quand même l'affaire majeure aujourd'hui, malgré tous les autres cas qui existent en France. Voilà, évidemment que cette affaire-là, on va continuer à la suivre de près. Probablement d'ici quelques semaines, l'enquête va être terminée. On saura s'il y a une ouverture d'une information judiciaire. Donc voilà, à partir de là, on aura déjà de quoi rebondir sur cet aspect-là. Quelque chose à ajouter, Mathieu ? Ouais, en fait, on est vraiment sur la fin de l'enquête. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une deuxième perquisition de l'officialité, donc c'est le tribunal ecclésiastique de Lyon. Donc voilà, on arrive à la fin, on va savoir si Barbarin est mis en examen ou pas. Et ça pourrait complètement relancer l'affaire, parce que là, ça serait... Est-ce que le pape va décider ou pas de le suspendre de ses fonctions, sachant qu'il y a une mise en examen? D'habitude, dans beaucoup d'affaires, on peut le voir dans l'affaire Bopin notamment, où dès que la personne est suspectée, elle va se retirer pour assurer sa défense via un avocat. Mais dans l'Église, il faut attendre des condamnations, il faut attendre des vrais actes pour que ça bouge. Donc voilà, on va un peu voir ce qui se passe s'il y a mise en examen.